Les Allemands ont repris leur marche vers l'Est et font de nouveau des prisonniers, mais moins que l'année précédente, car la plupart du temps, les Soviétiques se retirent devant eux en ne laissant que de la terre brûlée. Ce qu'Hitler prend pour une fuite est un ordre de Staline. Mais pour les Lancers, les soldats de la Wehrmacht, chaque prise de ville reste un combat féroce. Hitler jette dans cette fournaise toutes ses ressources, 5 millions d'hommes, mais il estime qu'il lui en manque encore 800 000 pour ce combat décisif. Ce sont ses alliés roumains, hongrois et italiens qui vont fournir ces hommes. La plupart sont forcés de se battre pour lui. Pauvres Italiens, jetés par la mégalomanie de Mussolini dans cette guerre. 10 000 seulement sur 300 000 reviendront chez eux. L'objectif d'Hitler n'est plus Moscou, mais le sud de la Russie. Il a conçu un vaste mouvement de tenaille qui se refermera sur le pétrole du Caucase. L'autre objectif, Stalingrad, la ville de Staline et ses usines. Hitler déclenche les deux offensives en même temps, ce qui inquiète l'état-major. Hitler divise ses forces, comme pour Moscou l'année précédente. En ce temps, le reste des forces allemandes, la 6e armée du général Paulus, avance vers Stalingrad. Début septembre 1942, Paulus parvient à la ligne de chemin de fer qui va à Moscou, puis réussit à la remonter et prendre la gare centrale de Stalingrad. Les Stuka se préparent à détruire ce qui fut l'orgueil de l'Union soviétique, la plus belle ville industrielle du monde communiste, faite pour le bonheur des ouvriers, la cité Jardin. Les usines Octobre Rouge ou Barricade. Les bombardements allemands tuent des milliers de civils. La gigantesque usine des tracteurs qui produisait les chars T-34 n'est plus qu'un océan de ruines. Mais ces ruines sont autant de blocos, de forteresses que les Allemands doivent prendre au corps à corps, au prix de lourdes pertes, qui ne sont pourtant rien à côté de celles des Russes. Le 15 octobre 1942, les Allemands atteignent leur but, le grand fleuve russe, la Volga. Seule une mince bande de terre est encore aux mains de quelques soviétiques. Le général Paulus peut donc annoncer à Hitler que la 6e armée occupe la ville, sur laquelle flotte désormais la croix gammée. Les soldats allemands écoutent le Führer à la radio. Nous avons pris Stalingrad. Il ne reste plus que quelques points de résistance. Nous les prendrons les uns après les autres. C'est une question de temps. Pour Hitler, Stalingrad est devenu le symbole de la victoire sur la Russie. À Stalingrad, des Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes, parfois sans armes ni formation militaire, sont déversés sur les berges. Ceux qui reculent devant les obus allemands sont impitoyablement abattus par les commissaires politiques. Les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent, le 7 novembre, anniversaire de la Révolution, leur chef suprême, Staline, prononcer ces paroles inattendues. Demain, on dansera dans nos rues.
Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ces îlots de résistance jusqu'au bout pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. Tous doivent prêter serment à Staline. L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, à donner à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'1 million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad. À 5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Les deux armées russes, du nord et du sud, font leur jonction, magnifiée par le talent des cinéastes soviétiques. Les Allemands voient les chars russes refermer le cercle autour d'eux. La 6e armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Paulus pourrait encore briser l'encerclement, mais il lui faudrait désobéir. Car en arrivant à la tanière du loup, Hitler lui a envoyé ce message. « Restez sur place, une armée va venir vous délivrer. » Mais aucune armée ne parviendra jusqu'à eux. Et les avions de la Luftwaffe seront incapables de les ravitailler suffisamment, malgré les promesses de leur chef, Göring. À Noël, la ration est réduite à 50 grammes de pain et 12 grammes de graisse. Il lance son offensive pour achever la bête tapie dans les ruines de Stalingrad. Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la 6e armée, le général Friedrich Paulus. Ses hommes se rendent. Paulus aussi. La veille, Hitler l'a nommé maréchal en pensant que son honneur l'obligerait à se suicider. Mais Paulus, écœuré par l'absurdité des ordres d'Hitler, brisé nerveusement, épuisé par la dysenterie, se laisse capturer. Pour les Russes, le maréchal Paulus est une prise exceptionnelle. C'est lui qui avait conçu le plan d'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Les soviétiques n'arrivent pas à y croire et lui demandent son livret militaire pour être sûr de son identité. Paulus va collaborer avec les Russes et faire condamner ses anciens chefs, comme Keitel, au procès de Nuremberg.